Le 14 novembre dernier, quelques heures à peine après les attentats, C'est un acte de guerre. l'état d'urgence était proclamé en France. C'est un acte d'une barbarie absolue. 368 assignations à résidence ont été prononcées. Cette situation d'exception va être prolongée. Tant que la menace est là, nous devons utiliser tous les moyens. Dans le cadre de l'état d'urgence. Pourtant, son efficacité est contestée. Le contexte post-attentat est rattrapé par les droits de l'homme. L'objectif est de dénoncer les abus lors des perquisitions et des assignations à résidence. Eh Jamy, savais-tu que la France était le 8e pays condamné par la Cour européenne des droits de l'homme? Tu le savais pas, c'est sûrement à cause de l'état d'urgence. C'est pour ça qu'on reçoit William Bourdon et son livre Les dérives de l'état d'urgence. William Bourdon est l'invité du Gros Journal et on parle sécurité, sécuritaire, autorité, autoritaire et état d'urgence. On est ici à Paris entre la préfecture de police et le palais de justice avec William Bourdon, l'auteur des dérives de l'état d'urgence. Tout d'abord, William, est-ce que vous pouvez vous présenter? Écoutez, avocat depuis déjà trop longtemps, presque 40 ans, engagé dans la défense des libertés publiques, de l'état de droit. Ce livre, c'est une espèce de radiographie, d'autopsie, d'histoire individuelle qu'on a accompagné et traversé avec l'équipe de mes collaborateurs, qui m'a d'ailleurs très largement aidé à faire ce bouquin. Et donc c'était de confronter le réel de ces histoires avec l'état d'urgence qui, somme toute, semble de plus en plus abstrait. C'est la question que j'allais vous poser, c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est une espèce de bascule brutale qui est intervenue à l'automne 2015. Dans le cadre de l'état d'urgence, les forces de sécurité intérieure et l'armée auxquelles je rends hommage sont mobilisées au plus haut niveau de leurs possibilités. Est-ce que depuis que l'état d'urgence est en place, il a servi à limiter les dégâts en termes de terrorisme et d'actes terroristes, ou il a causé plus de dégâts? Aujourd'hui, la banalisation de l'état d'urgence semble ridiculiser l'esprit critique. On a le sentiment que émettre même des interrogations devient indécent. Ce que vous appelez la banalisation, c'est ce renouvellement 5 fois. Ce renouvellement 5 fois et avec quelque chose qui inhibe le débat démocratique sur l'état d'urgence. Et avec des mesures qui ont été prises dans la précipitation, sans concertation, et aujourd'hui sans bilan. Sera-t-il fait demain? Il faudra beaucoup de courage politique. Donc on ne peut pas avoir un bilan de l'état d'urgence. On ne peut pas dire, voilà, tant de terroristes ont été empêchés d'agir, tant de choses ont été empêchées. On ne peut pas le savoir pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que globalement, c'est de l'affichage. Ce qu'on sait, c'est qu'à 95-99%, les personnes qui ont été assignées à résidence n'ont fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des perquisitions qui ont été ordonnées par les préfets n'ont abouti que de façon extrêmement marginale à des procédures liées à des affaires de terrorisme, et que donc on a quand même ce sentiment que le pouvoir a été amené à multiplier une forme de communication publique, sans doute parce qu'il était lui-même dans une phase de discrédit. Oui, mais quand on dit on est en guerre, c'est ce que les politiques disent. Face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. Quand on dit on est en guerre, ça veut dire que ça annule tout débat. Alors, c'est ce que les politiques disent, mais il y a beaucoup d'observateurs, beaucoup de sociologues, beaucoup de personnes très qualifiées qui disent que ce langage militaire qui accompagne ces postures martiales, ces espèces de politiques en coup de menton, eh bien, est un vocabulaire, est une sémantique dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle donne le sentiment que ceux vis-à-vis desquels il faut se montrer évidemment inflexible, mais aussi tous les autres, à l'encontre desquels on généralise une politique de soupçon parfois non étayée, eh bien, introduit l'idée qu'il y aurait en France des ennemis de l'intérieur et qu'une partie, par exemple, de la communauté musulmane, qui épouse parfois des formes traditionnelles de l'islam et qui peuvent être à des années-lumière de la moindre empathie pour le terrorisme, au motif de proximité éventuellement un peu hasardeuse. Ça ne touche pas que les musulmans, ça touche tous les Français. Personne ne pense et personne n'a dit, ce livre ne dit pas que ça touche les musulmans. Il se trouve que dans les populations qui ont été ciblées par les perquisitions administratives et par les assignations à résidence, il se trouve que très globalement, c'est la population musulmane qui a été visée. Ça, il n'y a aucune espèce de discussion possible. Un cas concret qui est l'attentat de Nice, qui est un des attentats les plus dramatiques jamais survenus sur le sol français, dont on ne se remet toujours pas. Absolument. Et c'est arrivé pendant l'état d'urgence. Absolument.
Mais vous savez, moi j'ai rencontré des gens des services, et des hauts responsables de la police judiciaire et qui savent très bien que cet état d'urgence, essentiellement, c'est de l'affichage et sont absolument pas dupes sur le fait que l'état d'urgence, globalement, est inefficace par rapport à la menace terroriste. Mais est-ce que entre l'état d'urgence, la montée des extrêmes en France et toutes les tentations de communautarisme et de repli et tout ce que c'est en train de provoquer de nauséabond, finalement, ils ne sont pas encore en train de gagner encore plus? C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que ce que veulent les terroristes, c'est pas simplement en France, c'est mondialiser une forme d'état d'exception sournois, latent, banalisé, qui ne pourrait plus être critiqué. C'est-à-dire un état d'exception qui non seulement ne traiterait pas les causes qui viennent de loin, économiques, sociales, profondes, qui fabriquent autant de parcours accidentés, cabossés, qui sont eux-mêmes des recrues potentielles pour les terroristes, mais éventuellement par les mesures prises trop brutalement, viennent accentuer le gisement des recrues de demain. Il y a quelque chose qu'on aime bien, nous, faire dans cette émission, c'est aller demander des conseils aux anciens. Et il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est Mamie Daniel, qui nous racontait, lorsqu'on l'avait rencontrée avec Omar Sy, elle nous racontait son souvenir de l'état d'urgence pendant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui ? Tout ce qui est mauvais. Par exemple, que le pouvoir judiciaire soit un peu mis à l'écart par l'état d'urgence, que l'on puisse faire des perquisitions administratives sans sonner, c'est-à-dire en défonçant la porte, en mettant ça en dessous l'appartement et parfois devant des enfants. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, ça me rappelle la guerre d'Algérie, c'est pas un bon souvenir. Vous l'avez connu? Je l'ai vécu. J'avais un fiancé qui était antimilitariste. Alors l'armée ne l'a pas loupé. Après qu'il ait fait 2 mois de tôle pendant les classes, il a été envoyé directement au 2e bureau. Il a passé ses nuits à aller arrêter la population masculine dans les mechtas. Il m'a dit « je n'oublierai jamais le regard des femmes ». Il les interrogeait normalement, donc ces pauvres gens entre 2 armées, ils n'en tiraient rien. Il les mettait dans un camion, direction la prochaine DOP, département opérationnel de protection, en français centre de torture, de 1958 à 1961. Moi, je faisais des études de droit et je lui écrivais tous les jours « Un jour, tu connaîtras un autre monde, on sera heureux ». Vous êtes optimiste ou vous êtes plutôt pessimiste? Non, je ne suis pas du tout optimiste. Quand je vois que toute l'Europe vote à droite, je suis extrêmement inquiète. Je souhaiterais qu'elle ait tort, mais je pense qu'elle a raison. C'est-à-dire que je pense qu'on est rentré dans un très mauvais cycle et de très mauvais vents sont en train de souffler. Pas simplement en France, mais en Europe et dans le monde entier. Et que se lèvent partout des discours qui sont des discours de gigantesques imposteurs. Ça s'appelle le populisme. L'état d'urgence, c'est également les écoutes téléphoniques. Est-ce qu'il y a des mots-clés à ne pas dire au téléphone pour être écouté? Alors, un premier élément de réponse. Il y a déjà toute une série d'enquêtes qui ont été faites aux États-Unis, que j'ai lues avec soin, parce que je suis l'avocat français de Snowden, qui montrent que se développent à travers le monde des mécanismes d'autocensure. C'est-à-dire que la crainte d'être écouté impacte sur la liberté d'expression. Puis, deuxième élément de réponse, c'est sans doute que si vous êtes le cousin tunisien éloigné de quelqu'un qui est dans les radars des services français, et que vous avez été chez lui à un moment donné manger un couscous, voir qu'on lui a rendu un service, qu'on lui a rendu, etc., que vous lui avez à un moment donné rendu un service manger de la viande halal pour faciliter l'obtention d'un passeport, ou que vous lui avez payé un billet d'avion parce qu'il n'arrivait pas à mobiliser les moyens de paiement pour aller faire son pèlerinage à la Mecque, et qu'il est pris dans les raids des services, oui, vous risquez fort de passer quelques jours et quelques nuits dans les locaux de Levallois à la DGSI. William Bourdon, j'ai une dernière question pour vous. On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, on est en plein état d'urgence. Comment ne pas avoir le bourdon, William Bourdon? Comment ne pas avoir le bourdon? Eh bien, ça me donne une motivation pour envoyer un très beau poème à la femme que j'aime ce soir. Allez-y. Non, ça reste discret. Ça peut être écouté. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+, l'émission en intégralité sur le site clic.tv et sur l'application formidable MyCanal. À demain. Appelle-moi le gros.